Un arabe, lorsqu'il arrive là, un oriental, il est profondément ancré. C'est une culture qui reste dans nos veines, qu'on le veuille ou non. Ça habite toutes nos cellules de nos corps. On veut s'intégrer, d'accord, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que la culture arabe, qu'on le veuille ou non, elle est imprégnée profondément par la vision de l'islam au monde. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui l'écrivain journaliste Habib Selmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Votre nouveau livre s'appelle La voisine du 5e et vient de sortir dans sa traduction française aux éditions Actes Sud, dont vous êtes un auteur. Alors j'avais trouvé l'édition anglaise de votre livre qui s'appelait en anglais. Vous savez pas? Longing for the Woman. Oui. Oui, mais il n'est pas encore sorti. C'est-à-dire, c'est comme il a eu un prix, donc on en a beaucoup parlé. Ils ont cité les titres en anglais, mais le livre n'est pas sorti. C'est très chic en fait. Oui. La voisine du 5e. Voilà. Ça me fait penser à un livre de Douglas Kennedy. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre qui s'appelle La femme du 5e? Non. Ça vous rappelle rien? Non. Alors en fait, votre livre, effectivement, a été sélectionné pour un prix, puisque vous avez figuré dans la liste du prix international de fiction arabe. C'est le prix littéraire le plus prestigieux et le plus important du monde arabe. Bon, vous l'avez pas eu? Non, bon. J'étais finaliste. Vous êtes passé à côté des $50,000. Oui, pour la troisième fois, j'étais finaliste d'ailleurs. C'est vrai? Oui, j'étais finaliste aussi en 2009 avec un autre roman qui était d'ailleurs traduit chez Actes Sud sous le titre Les humeurs de Marie-Claire. Et le deuxième qui aussi où j'étais finaliste, c'était le Surier, vous êtes en Tunisie. C'est en 2012 qu'il était aussi finaliste. Et, ouais. Mais il était traduit aussi en français et paru chez Actes Sud. Bon, la prochaine fois, vous l'aurez. J'espère. $50,000. J'espère bien. Vous viendrez partager avec nous. Oui, d'accord. Bon, c'est un roman. Qu'est-ce que ça veut dire, un roman? Puisque c'est une question que pose votre héroïne Zora à un moment donné. Oui. On lui dit c'est un roman. C'est quoi un roman pour vous? C'est bien de poser cette question. Je me suis mis dans la tête de Zora, qui, comme vous le savez, est une dame, une femme de ménage. Elle a sympathisé avec un professeur de maths qui s'appelle Monsieur Kamel Achour. Et elle commence à le visiter de temps en temps pour évidemment faire le ménage. Et un jour, il était façonné. C'est une femme qui n'a jamais été à l'école, mais elle a toujours aimé la littérature arabe. Lui, il avait une très belle bibliothèque. Et un jour, elle a vu un petit livre d'un grand romancier arabe et elle a voulu le lire. Elle lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit c'est un roman. Elle lui a dit c'est quoi un roman? Parce qu'en arabe, je joue en fin de compte, c'est un jeu de mots. Parce qu'en arabe, il y a le mot riwaya. Et le mot qissa, riwaya, c'est vraiment un roman. Et qissa, c'est une histoire, si vous voulez. Comme on dit une histoire en français. Au lieu de dire c'est un roman, on dit une histoire. C'est-à-dire, on ne dit pas le mot technique, roman. Donc, c'est quoi un roman? Là, si vous voulez, oui, un roman, c'est un genre littéraire occidental qui est apparu en Occident, surtout qui s'est consolidé au 19e siècle avec Balzac, avec Flaubert, surtout. Il atteint son apogée avec Flaubert. Ouais. Et en Angleterre avec Charles Dickens, les Russes aussi, Dostoïevski, Tolstoï. C'est un genre littéraire qui, en fait, qui a été créé, qui correspond un peu à l'esprit bourgeois. L'Europe, elle a été dans l'aristocratie lorsqu'elle a basculé vers la bourgeoisie, qui, comme vous le savez, est une étape assez révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à l'étape aristocratique. Et du coup, ce genre littéraire lui correspond à son esprit, son état d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que votre héroïne Zora, elle a l'art de poser des questions exactement comme le font des enfants, des questions qui sont super simples, auxquelles il est difficile de répondre simplement. Exactement. C'est une femme très intelligente. Ouais. Elle n'a jamais été à l'école, comme je dis, mais ça n'empêche qu'elle était vraiment très intelligente. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a beaucoup de vécu, puisqu'elle a travaillé plusieurs années comme femme du ménage. Donc, elle a fréquenté beaucoup de gens. Elle est d'origine tunisienne, n'oublions pas ça. Elle a immigré, elle s'est installée à Paris pendant des années. Après, elle est allée à Marseille, pardon. Après, elle est allée à Paris. Donc, elle a connu beaucoup de monde. Et comme elle est une femme qui est intelligente, donc elle a une culture, en fin de compte. Elle n'a pas une culture savante, certes, mais elle a une culture. Voilà. Donc, elle pose des questions hyper intéressantes. Et d'ailleurs, grâce à ces questions-là, lui, il va se remettre petit en cause. Il
lui aussi, il va commencer à se poser des questions. Lui qui pensait que le professeur bien installé dans sa vie, bien intégré, cultivé, entre guillemets, messieurs, tout d'un coup, cette femme-là qui entre dans sa vie, bouscule sa vie et la bouleverse totalement, en fait. Alors, le livre qu'elle veut lire et sur lequel elle pose des questions, c'est un livre qui s'appelle Les Noces de Zeyn, d'un grand écrivain soudanais d'ailleurs, qui s'appelle Tayeb Salih. Voilà. Effectivement, qui a peut-être été considéré comme l'un des plus grands écrivains arabes, lui aussi, dans son temps. J'ai cité d'ailleurs ce livre-là parce que moi je l'adorais. C'est un écrivain qui appartenait à la génération précédente, à la mienne. Et j'ai toujours aimé ses romans. J'ai aimé, c'est pas par hasard que j'ai aimé. C'est un petit signe, un petit salut, si on peut dire, pour lui. Alors, c'est un roman qui il a quoi, une cinquantaine d'années maintenant, facilement. Oui, quelque chose comme ça. Mais il a été traduit aussi en France et chez Actes Sud. C'est un tout petit roman. Ouais. Et elle lui pose une question. Qu'est-ce qui fait que le héros de ce livre-là tombe amoureux de la jeune fille? Voilà. Et lui, il ne sait pas répondre à la question. Exactement, parce qu'on ne peut pas répondre à la question pourquoi on aime une personne. On l'aime et c'est tout. On ne peut pas expliquer l'amour, comment il vient, comment il part. J'ai toujours dit, moi, mais ça, en s'éloignant un peu du livre, que l'amour, c'est comme, je sais pas, moi, c'est comme une tempête, c'est comme du vent. On ne sait pas quand il y aura du vent, quand il va pleuvoir. Même si maintenant, avec la météorologie, c'est vrai, on sait parfois d'avance, mais c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, il faut qu'il reste comme ça. Si on l'explique, ça perd de son mystère, de sa valeur, je trouve. Mais pourquoi on ne peut pas l'expliquer? Parce que c'est quelque chose, ça appartient aux choses de la vie qu'on ne peut pas expliquer. Et que, à mon avis, la vie n'a un sens que lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que si on explique tout, ça devient facile, quoi. Ça devient facile, ça devient même, comment dirais-je, un peu superficiel. On n'a pas réponse à tout, heureusement. On n'a pas réponse à tout. Parce que si on a réponse à tout, que serait-elle cette vie-là? Il faut qu'il y ait une certaine épaisseur, il faut une certaine obscurité. C'est celle-là qui nous pousse à travailler, à aller de l'avant, à se poser des questions, surtout. Pour moi, vivre, c'est poser des questions. Apprendre, c'est poser des questions. Si on connaît beaucoup de réponses, on ne pose plus de questions. Donc, on devient bête, excusez-moi, c'est-à-dire on s'installe dans son savoir et on n'avance pas. Bon, je suis en train de vous regarder, je vous observe, je regarde vos sourcils, je regarde votre menton, je regarde si vous ressemblez au personnage de votre roman, et oui. Oui. Et vous avez un sourcil comme ça, vous savez, qui n'est pas au même niveau que l'autre. Oui et non. Vous avez un sourcil à changement de vitesse et vous avez le menton, ça marche aussi, regardez. Oui, mais vous avez vu la photo de mon personnage? Non, je sais pas. Ben non, elle est où la photo du personnage? Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il parle de lui, il se regarde dans la glace. Ah oui. C'est vrai, pardon. J'ai pas besoin d'avoir la photo, je peux me le représenter très facilement. C'est vrai, votre question est subtile, j'ai pas fait attention à ça. Vous avez raison. Oui, pour revenir à la question, oui, je ressemble à lui, je ne ressemble pas à lui. C'est toujours le problème qu'on se pose lorsqu'on utilise le je dans la narration. Les gens, ils ont tendance, ils l'aiment d'ailleurs, entre guillemets, ils ont tendance à penser que le narrateur, c'est l'auteur. Or, on le sait depuis Roland Barthes et depuis très longtemps que le narrateur, c'est pas l'auteur. Le narrateur, c'est un personnage comme tous les autres. Mais seulement, et peut-être il est avantagé parce qu'on voit le monde à travers ses yeux à lui. Bon, il y a un peu de moi, bien sûr, il y a un peu de moi. On peut pas se détacher totalement de soi-même lorsqu'on écrit, même si on essaye. Toujours, il y a quelque chose qui glisse dans l'inconscient. Parce que l'écriture, ce n'est pas aussi, on ne domine pas tout dans l'écriture. C'est-à-dire il y a un côté inconscient et à travers ce côté inconscient il y a des choses qui passent de nous dans le roman sans le savoir, mais aussi il y a beaucoup de choses qu'on pique par-ci par-là, c'est-à-dire on reconstruit un personnage en partant des personnages qu'on a connus dans toute la vie, quoi. C'est un personnage artistique, c'est un personnage de roman, il est forcément construit, il est imaginé, c'est de la fiction, c'est pas une autobiographie. Si c'était une autobiographie, oui, je n'écrirais pas comme ça. Il se retrouve amoureux à 60 ans. Ça le désarçonne. Il était en train de s'ennuyer copieusement dans sa vie. Ouais. Il se passait plus rien dans sa vie, finalement. Et il tombe amoureux. Ouais. Et ça le surprend de pouvoir tomber amoureux à 60 ans. Ouais. Pourquoi? Surtout parce qu'il appartient à une culture arabe. N'oubliez pas ça. C'est un homme. Et alors? Il n'est pas fort. Oui, je veux dire pourquoi. Parce que justement, vous posez des questions très pertinentes. Parce que dans l'imaginaire arabe, on pense que quelqu'un
lorsqu'il arrive, du moins le personnage comme lui qui vient de la campagne, hein, n'oublie pas ses racines, il a grandi dans la campagne, lorsqu'on arrive à 60 ans, la vie est presque terminée. Oui, c'est ça, il a fait sa vie, comme on dit. Voilà. Ouais. Oui, non, mais même maintenant, moi je vais dans mon village, dans le fin fond de la Tunisie, à Kérouan, dans le centre, et il y a des gens qui ont 50 ans, ils disent ça y est, moi je ne s'intéresse plus à l'amour, pour eux c'est fini, et ils ont fait leur vie, alors que non, c'est pas vrai. C'est ça d'ailleurs la différence entre nous, les orientaux et les occidentaux. Un homme occidental, il s'accroche à la vie jusqu'à la fin de sa vie. J'ai 90 ans et il peut tomber amoureux d'une femme dans l'EHPAD où il est, par exemple. Alors que chez nous, peut-être pour des raisons de, je sais pas moi, de pudeur, de sorte de résignation, un mélange de pudeur, de résignation. Il y a aussi d'autres choses, de, comment dirais-je, de quelqu'un, lorsqu'il dit qu'il a pris sa part dans la vie. Le qana'a بالعربية, je ne trouve pas le mot. Le fait de dites-le en arabe et puis. Oui, c'est-à-dire le fait de se sentir, il a vécu sa vie pleinement. Il n'y a pas cette soif qu'on trouve chez l'homme occidental tout le temps à avoir plus. Il n'y a pas ça. Il y a une sorte de contentement, c'est-à-dire voilà, on est bien, on a bien vécu, on s'est marié, on a des enfants, on a sa petite vie et c'est bien. Et Dieu merci. C'est différent la mentalité. Donc, certes, lui, il vit en France, c'est un professeur de mathématiques, il est marié à une Française, mais au fond de lui, il reste quelque chose de ça dans sa personnalité. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il était un peu étonné. Et puis il aimait sa femme aussi, autre chose, n'oubliez pas ça aussi. Oui, il aimait sa femme, mais c'est un amour qui est, disons, qui commence à pâtir, quoi, qui commence à... Oui, l'amour après 50 ans, ça devient une amitié, je sais pas qu'est-ce que vous appelez ça, mais ça existe, ça existe. C'est l'amour, mais ce n'est plus la même forme. L'amour, il existe tout le temps, parce que l'amour, tel qu'on parle dans les chansons, honnêtement, et dans les films, à mon avis, ce n'est que quelques fractions de secondes dans la vie. Mais est-ce que c'est pas pour se donner bonne conscience qu'il dit ça? Il dit oui, je suis tranquille, je peux aimer deux femmes de la même façon. Oui. Mais il se ment. Oui, il se ment à lui-même. Il essaie de trouver... Il essaye de garder la chose sous contrôle, voilà. Alors que tout est en train de lui échapper. Exactement. Exactement, c'est très très bien ce que vous dites. Exactement, c'est ça. Il essaie de faire, d'apparaître comme quelqu'un qui domine tout, quoi, qui ne coule pas. Alors qu'il y a une phrase, il dit je me suis entouré d'un mur, mais en fin de compte, tout est coulé d'un seul instant. Devant l'amour, on peut pas résister. Ouais, mais parce que en fait, c'est parce que c'est la culpabilité qui le ronge. Oui, mais il y a ça. Parce qu'il aime sa femme, il n'arrête pas de dire dans le roman qu'il aime sa femme. Et c'est vrai, il l'aime, mais il l'aime à sa façon. Il aime l'amour qu'on a d'une femme après 50 ans. Voilà, c'est un amour, mais ce n'est pas l'amour lorsqu'on a 20 ans. C'est normal. Voilà, et notre invité aujourd'hui, c'est l'écrivain Habib Selmi, La voisine du 5e. C'est le titre de votre nouveau roman chez Actes Sud. C'est une surprise. Moi, je ne l'ai pas lâché. En fait, vous voyez, je l'ai lu, voilà, je ne l'ai pas lâché. Voilà, c'est comme ça. Ce qu'on appelle un page turner. J'ai été surpris par la simplicité de l'histoire, vous dire. Vous voyez, parce qu'en fait, il se passe rien. Il n'y a pas énormément d'action dans votre livre. Hein. C'est deux personnes qui vivent à 4 étages de différence. Et c'est un homme, un professeur très établi, un professeur d'université tunisien, qui tombe amoureux d'une femme de ménage tunisienne. Et d'ailleurs, il est même surpris. Moi, ça me surprend qu'il pose la question. Il est surpris d'être tombé amoureux d'une femme qui n'est pas de sa condition. Oui, justement. Le roman est basé sur ça. Mais je reviens à ce que vous venez de dire. Rien ne se passe. Moi, j'ai une conception de roman qui est différente, disons, du roman. Quand je dis rien ne se passe, tout se passe. Voilà. Sur 4 étages. Exactement. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on a l'impression que rien ne se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit, dans la tête. Et moi, j'ai toujours aimé cette écriture-là. J'ai été fan des écrivains qui, en se limitant le champ d'action, si vous voulez, en se basant sur un événement ou deux, il arrive à créer un monde. Moi, je pense que c'est une écriture beaucoup plus difficile que... J'ai toujours aimé cette écriture. Par exemple, j'adore beaucoup, par exemple, Annie Ernaux, l'écrivain en France. J'adore ce qu'elle fait. Parce que vraiment, elle crée tout un monde
à partir de rien, comme vous C'est dites. tellement une écriture féminine. Arnaud. Oui, mais plus que féminine, ça va au-delà. Il y a un autre écrivain, Peter Handke, c'est pas féminine. Ouais. Lui aussi. J'ai toujours aimé ces romanciers-là, parce qu'on a, comment dirais-je, ils ont voulu, en fin de compte, révolutionner le roman. C'est-à-dire, le roman, c'est pas un sac d'événements, ce n'est pas que chaque chapitre, il y a un événement, il y a un bouleversement. Non, non, non. C'est pas ça, un roman. C'est pas une histoire, un roman. Justement, on a parlé au début. C'est pas un conte. C'est pas des événements importants qui se succèdent pour attirer l'attention du curieux. Ça, c'est le roman populaire, à mon avis. Mais le vrai roman, à mon avis, le plus difficile, le plus important, c'est celui où un romancier arrive à partir d'un événement à créer tout un monde, à créer des idées, à toucher des sensations, à créer des émotions. Et ce n'est pas facile du tout. C'est ce que j'essaie de faire et ça me fait plaisir d'entendre que vous n'avez pas lâché jusqu'à la dernière page parce que c'était ça mon but. Parce que je veux savoir s'ils vont ou pas. Oui, mais Je justement... veux savoir s'ils vont faire ou pas. Oui, je vous ai retenu justement jusqu'au bout. Voilà. Mais en fin de compte, non, il n'était pas question de Ludovic qui ne va rien faire. Si on lit On bien... sait pas. Oui, si on lit bien le roman, on voit tout de suite que rien ne va se passer en fin de compte à ce qu'on imagine généralement entre un homme et une femme. Non, c'est pas possible. Si je fais ça... Mais pourquoi c'est pas possible? Regardez, si vraiment il arrive à faire ça, à mon avis, je bousille tout le roman. À mon humble avis. Il faut changer toute la vision du roman. Il faut changer l'angle de vie totalement. Je l'aurais écrit différemment. Si par exemple, dès le début, j'imaginais que quelque chose il y aura entre ces deux femmes, je change la vision totalement. Je ne la présente pas comme ça, la femme, ni l'homme comme ça. J'écris un autre roman. C'était, pour moi, dès le début, rien ne va arriver. Ils vont se côtoyer, ils vont, je sais pas quoi. Ils vont se renifler, ils vont se sentir, ils vont se regarder, ils vont se critiquer. Ils vont se parce frôler. qu'elle aussi, elle s'approche de lui à un certain moment. Elle veut qu'il reste avec elle. Mais que rien ne se passe parce que je ne vois pas qu'est-ce qui aurait pu avoir entre un homme, un professeur à l'université, une dame de ménage. C'est vrai, elle lui plaît, mais tous les deux voilà. Tunisiens. Alors, il y a beaucoup de thématiques dans votre livre. Il y a une thématique sur l'exil et sur le eux et nous. Oui, dans presque tous mes romans. Lui, il vit avec une femme française. Ouais. Et par exemple, quand il envisage son avenir, sa retraite, il dit « Je ne peux pas aller en Tunisie, mais parce que ma femme, elle ne pourra pas vivre en Tunisie. » Mais on n'en sait rien. Il ne lui a pas posé la question. Oui, non, mais je ne vais pas dire chaque page qu'il lui a posé la question. Peut-être qu'il lui a posé la question. Ouais. S'il le dit, c'est que vraiment, elle ne veut pas. Mais je ne le mets pas dans le roman. C'est-à-dire, oui, lui, il pense que certainement, elle ne le veut pas. Et c'est vrai, moi, je connais pas mal d'amis, parce que être marié à des Françaises et des Tunisiens, il y en a des tas, hein, je connais beaucoup. Hein, il y a des gens qui sont installés en Tunisie, il y a des gens qui sont installés en France. Il y a des Françaises qui adorent la Tunisie, qui tombent amoureuses et elles vivent là-bas. Hein. Et il y a d'autres femmes, non, qui ne veulent pas, elles veulent aller en Tunisie pour passer les vacances. Et je connais beaucoup d'amis comme ça qui sont mariés. Ça dépend, il y a tout chez les femmes françaises mariées à des Tunisiens. Et j'imagine aussi mariées à des Sénégalais, mariées à des Algériens et ainsi de suite. C'est pas... Mais c'est vrai, le nous et le eux, oui, c'est présent dans presque tous mes romans qui se déroulent en France. C'est nous, les Tunisiens, et oui. Eux, les Français. Oui, nous, les Tunisiens, et au-delà de ça, nous, les Arabes, nous, les Orientaux. Je vais même plus loin. Et eux, les Français, les Européens, les Occidentaux. Si vous voulez, c'est Orient-Occident. Mais d'une manière très fine, c'est comme un background. On trouve ça partout dans mes romans. C'est un thème quand même très important qui a été traité depuis que les Arabes, les intellectuels arabes sont venus en France. Et l'un de ces premiers Arabes, il est venu en France en 1800 et quelques. Il a écrit un roman magnifique. C'est pas un roman, c'est une relation, un livre de relations en fin de compte. Il décrit, pour la première fois, il voit l'Europe, pour la première fois. Et il décrit comment les Français se comportent avec leurs maris, comment ils se promènent dans les jardins de Luxembourg, comment ils aiment les animaux, les chiens. Et bon, il a traduit aussi quelques séquences de la Constitution française. Comment il s'appelle? Tahtaoui. Et c'est traduit chez Axus, je m'excuse. Je ne vais pas de la publicité d'Axus. C'est bien, on rajoute dans la caisse. Ça s'appelle L'Or de Paris. Mais c'est un livre magnifique. Mais vraiment, donc, depuis ce livre-là, il y a une tradition qui s'est installée
parce qu'il y a plusieurs générations après qui sont venues. Il y a Taha Hussein, dans les années 30. Tawfiq al-Hakim, ce sont des écrivains plus éclairés, plus modernes. Ils ont fait leurs études en France, à la Sorbonne, et ils ont parlé de Paris. Après, la génération de Taïb Salah, dont je parle, ça, et après la génération à moi. Et je suis sûr que d'après moi, il y a des gens, toujours ce thème-là, c'est un thème récurrent et important dans le roman arabe. Nous et l'Occident, on peut pas, contrairement à ce qu'on pense, on dit que la culture arabe, il est replié sur elle-même, c'est faux. C'est l'une des cultures du monde qui regarde tout le temps la culture occidentale. C'est pas comme la culture chinoise. Si on compare à la culture chinoise ou la culture japonaise, non, les Arabes, ils sont, dans un sens, ils sont un peu occidentaux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est vrai, l'islam, c'est aussi l'Occident, qu'on le veuille ou non. C'est vrai, hein, on ne se rend pas compte de ça. L'islam, c'est toute la rive sud de la Méditerranée. Il y a eu beaucoup de guerres entre ces deux civilisations, et les guerres, je cite là les croisades qui ont duré 3 siècles. 3 siècles, vous imaginez 3 siècles, mais il n'y a pas que des guerres, il y a des échanges. Oh, il y a des vies ensemble. Voilà, des échanges, il y a des dialogues, et souvent, et d'ailleurs c'est ce que je dis moi, chacun s'y définit à travers l'autre, en fin de compte, en affrontant l'autre, en faisant la guerre à l'autre, on se connaît soi-même, et on se reconstruit soi-même. L'Occident, avant avec les croisades, il n'existait pas. C'était, comment dirais-je, il n'y avait pas un sentiment de l'idée de l'Occident en tant qu'Occident, comme une force culturelle. Non, c'était des pays, les Allemands, les Italiens, les Français. Mais avec les croisades, ça devient l'Occident. Alors lui, ça fait, on va imaginer une 40aine d'années qu'il est en France. Il est installé, il est professeur à la faculté, professeur de mathématiques. C'est quelqu'un qui a l'air, je mets des guillemets, intégré, même si le mot est peut-être à préciser, et pourtant se sent toujours en exil. Bah oui, parce qu'on n'est jamais... Justement, je viens à ce que dit Sylvain. Un arabe, lorsqu'il arrive là, un oriental, il est profondément ancré. C'est une culture qui reste dans nos veines, qu'on le veuille ou non. Ça habite toutes nos cellules de nos corps. On veut s'intégrer, d'accord, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire... Oui, mais lui, il c'est vit pour pas, des questions religieuses aussi. Mais il vit pas avec des Tunisiens autour de lui. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Si en fin de compte, c'est une religion religieuse, mais au sens noble de mot religieux, pas comme maintenant on parle d'islamisme, non. Parce que la culture arabe, qu'on le veuille ou non, elle est imprégnée profondément par la vision de l'islam au monde. Ça, c'est très important. On oublie souvent. C'est même quelqu'un qui est laïque, un écrivain arabe, il reste toujours... Parce que dès qu'on est petit, on voit tout au prisme de la religion. Mais pas forcément, c'est mauvais, ça. Non. C'est une autre vision du monde qui est tout à fait différente de l'Occident. Même si l'islam, il y a beaucoup de points communs avec le christianisme. On ne le dit pas ça souvent. Ah, si. Avec le judaïsme. Non, mais pour moi, c'est la même religion. Les textes se ressemblent énormément. Le gros morceau, c'est le même. Le gros noyau, c'est le même, à mon avis. Donc, comme c'est une culture profondément religieuse au sens noble du mot, on reste, même si on veut, on ne peut pas, on reste, qu'on le veut ou non, parce qu'on a absorbé ça lorsqu'on était petit. On fait beaucoup d'efforts. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intègre pas. Si, on s'intègre. Peut-être on ne s'assimile pas. Si vous voulez comprendre ce que j'ai dit, comparez par exemple un Tunisien qui vit en France et un Portugais ou un Italien qui vit en France. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que les partis politiques ne veulent pas voir parfois. Ils veulent comparer un Algérien, par exemple, qui est bien assimilé, qui paie ses impôts, qui adore la France, qui adhère à ses valeurs, avec un Espagnol. C'est pas la même chose. Il y a la religion qui est hyper importante. Un Espagnol, c'est la même chose. Il baigne dans la même culture, il baigne dans la même culture. Alors qu'un Algérien, non. C'est un monde tout à fait différent. Voilà, c'est la première fois que je reçois Habib Selmi. Aujourd'hui, vous êtes une des grandes plumes du monde arabe et vous publiez La voisine du 5e aux éditions Actes Sud. Alors, c'est une histoire d'amour ? Oui, mais pas seulement. C'est une histoire d'amour, on peut dire ça, mais pas seulement. C'est une histoire de pulsion, de désir. Oui, de pulsion, de désir, tout ça. Une histoire aussi d'amitié profonde. Je donne beaucoup d'importance, moi, à l'amitié. Ils sont amis aussi. Parce qu'elle, vraiment, elle l'estime. Et lui, il l'estime aussi. Il y a une estime mutuelle. Pour des raisons différentes, évidemment. Mais il y a aussi une profonde amitié. C'est pour cela qu'après, le titre, c'est en arabe, en fin de compte, c'est la voisine qui me manque. On a changé le titre. En arabe, le titre, c'est La voisine qui me manque.
C'est ça le titre, parce qu'après elle est partie en Tunisie, il est resté tout seul, c'est-à-dire il pense à elle. Oh, elle part souvent, même quand ils sont ensemble. Oui, mais là, il y a des absences toujours. Définitivement, là. Elle revient définitivement pour s'installer en Tunisie. On ne sait pas si elle ne reviendra pas. Ah oui, peut-être, mais dans le roman, c'est censé être un départ définitif, il me semble. Hein, si je me rappelle très bien. Hein, parce que je l'ai publié, le roman. Vous imaginez, il est sorti maintenant en France, mais moi je l'ai écrit il y a 4 ans. Il faut 2 ans chez la maison, l'éditeur libanais, après sortir, mais je pense, et après j'ai écrit d'autres romans. Depuis combien de temps vous vivez en France, Habib Selmi ? Depuis, disons, presque 39 ans. D'accord. Vos romans, vous les pensez toujours en arabe, ou aujourd'hui vous pourriez l'écrire directement en français, peut-être, sans passer par l'étape de la traduction ? J'avoue, je n'ai jamais essayé de faire ça. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Ça aussi, c'est une question très importante qui me pose tout le temps. Tout d'abord, et je ne dis pas ça comment dirais-je, modestie. Je ne pense pas que je suis capable d'écrire un très bon roman en français. Parce que pour écrire dans une langue, il ne suffit pas de la maîtriser. D'ailleurs, je n'aime pas le mot maîtriser, moi. Je n'aime pas ce mot-là. Je le mets entre guillemets. Il faut que cette langue-là soit dans votre corps. Elle doit habiter chaque cellule de votre corps. Or, le français, pour le moment, il n'est pas dans mon corps, qu'on le veuille ou non. Puis, il faut qu'il y ait une étincelle qui part de l'intérieur. Et ça doit venir de mes tréfonds. Or, non, j'avoue que non. Pour le moment, c'est l'arabe quand même qui est là. Il ne veut pas partir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il parte. Donc, c'est... Parce qu'une langue, pour un écrivain, lorsqu'on vit, par exemple, moi, je peux écrire des articles en français. J'écris des articles, je suis un professeur agrégé, j'ai écrit des articles en français. C'est pas ça le problème. Je fais quelques fautes, c'est l'imparfait subjonctif, comme tout le monde. Mais je peux écrire des articles. Mais écrire un roman, c'est autre chose. C'est un texte littéraire, c'est un texte artistique. C'est pas... La langue, dans l'écriture artistique, ce n'est plus un moyen d'expression, comme on le dit. C'est faux. La langue, c'est une manière de voir le monde. Si j'écris en français, je change tout. Je vois le monde tout à fait différent. Je n'écris pas la même chose. Il y a beaucoup d'écrivains maghrébins d'expression française qui disent « Oui, nous sommes des Arabes, nous écrivons en français. » Je m'excuse. À mon humble avis, avec tout le respect que je dois, il y a beaucoup que je respecte, je ne suis pas d'accord avec eux. Ce sont des écrivains français, des citoyens arabes peut-être, mais des écrivains français. Parce que ce qui détermine, si vous voulez... La nationalité de ton écriture. L'identité d'un écrivain, ce n'est pas l'origine, le citoyen, non, c'est la langue. Lorsque tu écris en français, tu écris avec la langue de Flaubert. Les mots ne sont pas neutres. Chaque mot que tu lis charrie toute une histoire derrière lui. Donc, qu'on le veuille ou non, tu t'insères dans une tradition culturelle française bien déterminée. Donc, ce n'est pas un seul simple moyen d'expression. Lorsque je suis avec vous dans la rue, en prenant le métro, là, oui. Mais lorsqu'on écrit, c'est autre chose. Parce qu'on écrit avec son inconscient, on écrit avec son cœur. Et ça, tout doit être français, ça. L'action se passe dans un immeuble haussmannien. On ne connaît pas l'arrondissement. C'est le 11e. Dans ma tête, c'est le 11e où j'habite. D'accord. Oui. Dans vos têtes, c'est le 11e. On n'a pas d'indication géographique. Non, je ne le dis pas. C'est à Paris. Pourquoi ? Parce que cette histoire-là pourrait se passer dans n'importe quel arrondissement de Paris. Je n'ai pas choisi, évidemment. J'aurais pu choisir, comme ils sont des Tunisiens, ils sont tous deux des immigrés, les gens tout de suite ils vont passer à Belleville. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ont réussi, qui vivent bien, qui vivent dans des beaux quartiers. Je veux casser aussi. J'aime toujours sortir de ce qui est banal, de ce qui est... Même si vous avez beaucoup de clichés sur ce que devrait être un Tunisien en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés sur comment devraient vivre les Tunisiens. En tout cas, c'est votre personnage qui a beaucoup de clichés sur ce que devraient être des Tunisiens. Moi, je ne vois pas qu'il y a des clichés. Cite-moi quelques-uns, par exemple. Sur les clichés sur elle, sur la façon dont... mais qui parlent mal, qui ne maîtrisent pas le français, qui sont incultes. C'est pas des clichés, ça. Moi, je ne le mets pas dans le sens des clichés. Je le mets dans dans la case de quelqu'un qui snob cette dame, parce qu'il appartient, c'est social beaucoup plus que ça vient du fait que lui, c'est un professeur à la fac, messieurs, il s'est élevé. Voilà, il s'est élevé. Ouais. Donc, il regarde ces gens-là, que ce soit français ou pas français, ou tunisien, il le regarde dans le même regard. S'il est un portugais, il va dire la même chose. Donc, c'est pas des clichés. C'est quelqu'un qui se sent supérieur. Il est fier de lui. Et justement, il faut qu'il soit comme ça, pour qu'après, elle vient, elle commence à le bouleverser. Parce que s'il était dès le début bien, non, donc il n'aura pas d'histoire. Ça, c'est une chose. Autre chose aussi,
ne cachons pas le soleil avec un tamis, comme on dit, c'est un proverbe là-bas. Ne cachons pas le soleil avec les tamis. Un professeur tunisien qui habite dans les immeubles haussmanniens, marié à une Française qui est à la fac, qui enseigne la fac, franchement, il traite les autres Tunisiens de la même manière. Il les snob. Souvent, il les snob. C'est-à-dire, si j'écris le contraire, j'aurais comment dire, je serais tombé dans l'idéologie. Vous voyez? Non, parce que je connais aussi les gens autour de moi. On est fiers de soi-même, on a bien réussi, surtout on a une femme française, on habite dans un... Donc, souvent, c'est une sorte de, comment dirais-je, je ne dis pas de mépris, ça se voit qu'il aime la femme, elle est bien peinte la femme, il l'aime, mais il n'est pas de sa classe, c'est-à-dire il veut garder sa classe à lui. Et ça c'est pas uniquement en France, les Arabes souvent c'est comme ça, même chez eux. Moi j'étais en Tunisie il y a 15 jours, ceux qui sont friqués, riches, ah oui, ils regardent les autres peuples à un autre regard, honnêtement. Ils ne regardent pas tous évidemment, pas tous, mais quand même il y a pas mal de gens encore. Bon, pour un professeur universitaire, vous êtes sans filtre, Habib Selmi. Tiens, ne fourre pas ta main dans les trous, tu ne seras pas mordu par les scorpions. Ouais. Ça, c'est un proverbe. C'est sa mère qui lui disait ça. Ouais, qu'on retrouve dans votre livre. Je vous ai demandé de choisir la chanson de fin de cette émission. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah oui, je choisis la chanson d'un chanteur tunisien qui a vécu en France, d'ailleurs que j'aime bien. Il s'appelle Hedi Jouini. Et la chanson est Taht al-Yasmina fil-Lil, sous comment ça s'appelle, le jasmin, l'arbre, comment on dit l'arbre qui donne du jasmin? Le jasminier? Non, je sais pas. Non, ça ne doit pas être le jasmin, l'arbre à jasmin. Dans l'arbre à jasmin, sur la nuit. Les jasmins. C'est vrai, ça sent fort. Meskelil. Voilà, ça sent très fort la nuit, le jasmin. Et c'est une très belle chanson. Et votre livre s'appelle La voisine du 5e. Habib Selmi, merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.